Bonjour à tous, bonjour les achats. Bonjour à tous. Salut Sébastien, Salut Guillaume. ça va? Est-ce qu'on est live? Ouais, on va vérifier ça. J'aime bien parce qu'on se dit bonjour, mais en fait, t'es à peu près à 20 mètres de moi là, actuellement. Alors, mais bon, bonjour Sébastien. Alors, attends, je vais regarder si on est live. Bon, n'hésitez pas à nous faire un coucou, un bonjour dans les commentaires pour nous Ouais, permettre justement nous de... un petit bonjour dans les commentaires. Ça nous permettra de savoir qu'on est bien en ligne. Je pense que c'est bon. Voyons voir ça. On met toujours un peu de temps sur LinkedIn. Ah, je pense que c'est bon. On a Sonia. C'est Qui ça. nous a envoyé un message. Ouais, c'est bon, on est live. Il y a déjà 67 personnes. Bah écoute, on va démarrer tranquillement. Bon, est-ce que vous avez la pêche là, à l'arrivée du printemps? C'est top. Bonjour Laetitia, bonjour Sonia. Et oui, là, c'est les beaux jours, c'est les premières terrasses. Salut Peut-être Caroline, peut-être que comment tu certains sont vas? sortis de resto un peu tard. Bonjour Jean-François, bonjour Eric. Allez, faites-nous un petit coucou, le temps que tout le monde arrive. Comme d'habitude, on va faire le petit tour habituel. En général, on a des personnes qui viennent un peu partout dans le monde. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de live, Sébastien, hein. Je crois que le dernier, c'était avec Johan sur le bilan carbone. C'est ça, c'était en janvier. En janvier, effectivement, sur le lancement d'une nouvelle offre, d'une nouvelle formation avec un ancien apprenant. Ouais, c'est vrai. Qui est Johan Guéry, qui est en ce moment justement en train de donner une formation en entreprise. Je crois qu'il est avec une quinzaine de personnes pour Ouais, parler du sujet décarbonation. ouais, Il tout nous à a fait. envoyé une photo, je crois, Ouais, de c'est sa ça. salle. Bonjour Jeanne Chantal, bonjour Estelle, bonjour Véronique. On a pas mal d'apprenants. Alors, vous êtes situé où là, actuellement? En France. Donc, si vous êtes en France, vous donnez la ville. Si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez donner le pays. Voilà. Nous, on va commencer. Sébastien, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que si on Et, commence un peu tôt, ça pourrait nous permettre de tenir dans le planning, ce qui serait encore une fois un record. oui, ben là, on fait des efforts à chaque fois de toute façon pour tenir dans le planning, pour respecter la petite heure, mais je pense qu'on peut faire un peu moins aujourd'hui. J'ai fait une présentation courte Hmm. que j'espère efficace. On va voir ça. Sur un sujet finalement qu'on aborde assez rarement. Sainte. Ah, cool. Lyon, Caroline, on le sait que tu es de Lyon. Véronique, de Lyon aussi. Rambouillet, Roanne. Ah, Mila, la forêt. Milly, la forêt, joli. Salut Michael. Bonjour Nelly. Roanne. Très cool. Bon, beaucoup de Français cette fois-ci. Il n'y a pas des Canadiens, personnes qui sont en Afrique en général. Salut Michael. Bon, continuez à nous dire, parce que je sais qu'en général, ça arrive au fur et à mesure. Bordeaux, Diane, évidemment. D'ailleurs, je viens peut-être à l'événement CNA, là, à la fin du mois à Bordeaux, Diane. Si t'es par là, on se verra. Salut Julie. Salut Julie, la nôtre. Salut Fanny. Bonjour Fanny. Bon, allez, super. On démarre, Sébastien? On Allez, on y va. Salut Mathieu. Moi, je pense qu'on peut tenir dans le timing. Large. Éternel LinkedIn user. Le Il arrive toujours à la fin. Il arrive ouais, toujours à la fin. messager secret qui eût été Éric Lépine. Christophe Malgras. Ouais, cool. On se verra là-bas du coup. Delphine. Bon, super. Tararé dans le 69. Ok. Daniel. Lyon. Bon, allez, continuez. Je les mettrai après. On va démarrer. Du coup, gros sujet, hein. Hop, je partage la presse. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Tout le monde nous voit bien? Dites-nous hein, s'il y a le moins de soucis. Aujourd'hui, Sébastien, on va aborder un sujet qui est que, en tout cas, personnellement, j'ai longtemps mis un petit peu de côté parce que j'estimais que, je dirais que la politique qui n'était pas suivie d'action sur le terrain, d'un aspect opérationnel, n'avait que peu d'importance. Et avec le temps, je me rends compte qu'effectivement, il est intéressant de construire une bonne politique achat responsable. On verra, vous me direz si vous estimez qu'il y a une différence. Parce qu'en fait, ça va être finalement l'incarnation de la mission repensée de l'entreprise et la mission repensée des achats dans l'entreprise. Et donc, ça va permettre aussi de communiquer sur la démarche globale, la raison d'être de la fonction et sa mission. C'est vrai, Seb, au final, C'est un repère aussi. C'est une ligne ouais, directrice.
mon repère. C'est-à-dire que quand on se perd et qu'on pense aller un peu trop loin ou que l'on pense être perdu sur le chemin, on revient à sa politique et on se dit: «Oui, c'est vrai, nos lignes directrices, elles sont ici, elles sont là». Et ça nous permet, de recentrer un petit peu notre implication, notre investissement et nos ressources des fois, en fonction de ce qu'on a mis en place. Exactement. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous permettre de vous donner toutes les clés pour en fait structurer une politique achat responsable, une politique achat efficace à l'ère de la 4e révolution industrielle. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'en fait, aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère industrielle, hein, celle de la RSE. La 3e, c'était tout ce qui était informatique. On voit à quel point ça s'est implanté dans notre quotidien. 3e révolution qui nous impacte encore plus fortement aujourd'hui avec l'arrivée de l'IA. On va en parler dans ce live. Mais également, la RSE est en train de s'intégrer dans les entreprises de manière volontaire parce que c'est demandé par les clients, mais aussi de manière obligatoire parce que la loi CSRD en tête est en train d'obliger les entreprises à entrer dans une double matérialité financière, extra-financière. Et bien sûr, aujourd'hui, les entreprises qui veulent attirer les meilleurs talents et les garder se doivent de respecter les droits de l'homme et de réduire leur impact sur l'environnement. Et donc, c'est tous ces facteurs-là qui amènent finalement l'intégration de cette dimension RSE responsable dans les entreprises et donc dans les achats. Et vous avez évidemment les pouvoirs publics. On le voit aujourd'hui en France, la RSE est intégrée effectivement dans toutes les démarches achats, ce qui est en train d'amener une transformation assez profonde des entreprises, parce que les entreprises, pour pouvoir décrocher des marchés publics maintenant, elles doivent présenter des offres qui sont compétitives et effectivement économiquement, mais aussi sur le volet RSE, de présenter ce qu'ils sont en mesure de faire, ce qu'ils mettent en place pour pouvoir effectivement remporter des appels d'offres. Et en fait, petit à petit, ce formalisme qui est en train de se mettre en œuvre sur toute la force publique va dépeindre assez rapidement sur nos entreprises privées et les fonctionnements de manière générale des services achats. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui sont déjà présents, restez jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, on va vous montrer un robot qui va rédiger une politique achat intégralement grâce à l'IA. Vous allez voir que cette politique achat, hélas, est vraiment, vraiment pertinente. Donc, on va aussi parler de la nécessaire montée en maturité de la fonction pour ces enjeux de survie. Petite question, qui parmi vous a déjà structuré une politique achat responsable? Dites-nous oui ou non en commentaire, ça va nous permettre d'avoir une petite idée de qui s'est déjà attaqué au sujet, qui souhaite s'y attaquer ou qui ne s'y est jamais attaqué du tout. On va voir un petit peu parmi vous si c'est un sujet, je dirais, assez chaud. Je me suis rendu compte pour avoir accompagné quand même aujourd'hui plus de 40 entreprises, et je n'intègre pas celles qu'on a formées, sinon on va être à plusieurs centaines. Souvent, quel teasing, Sonia, ouais, mais tu vas pas être déçu, hein. Je te préviens, tu vas pas être déçu. Même moi, c'est compliqué, l'écossais ou le français. Donc là, je sais pas qui c'est. C'est quelqu'un qui a vu le post du 1er avril où j'avais un double de moi-même. Non, le français. Ça y est, j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, souvent les entreprises disent, quand elles veulent rentrer dans une dimension responsable aux achats, elles disent, on va faire une politique achat. Comme si la politique, c'était en soi une action, je dirais, une démarche. Vous voyez, on a mis en place une politique achat responsable, etc. Une politique, ce n'est qu'un document. Une politique est l'incarnation d'une mission de l'entreprise qui, certes, quand on intègre la dimension RSE, est repensée, on va le voir, d'accord. La fonction achat est en train de se transformer, mais ce n'est en aucun cas une démarche globale. Donc, quand on dit qu'on veut intégrer quand on veut intégrer la RSE aux achats, on ne dit pas qu'on va faire une politique achat, parce que ça sous-entend qu'on va donner une vision et qu'on va rien faire derrière, quoi, en gros. Oui, la politique, c'est la finalité de la rédaction du document. Et en fait, on va le voir avec les étapes qu'on vous propose dans cette présentation, que l'on a évidemment des points vraiment à structurer, à réfléchir en entreprise, en amont. Et c'est ces points-là, en fait, qui vont faire en sorte que la vision va être partagée et adoptée. Et finalement, la politique en elle-même, le document de fin, certes, il va être affiché, mais il y a assez peu de chances qu'il soit connu par cœur par les personnes dans sa rédaction, dans les différents paragraphes. Par contre, ce qu'on va bien retenir, c'est tous les travaux initiaux que l'on a fait en équipe pour justement définir notre vision et notre plan d'action. Ouais, on voit, il y en a pas mal qui l'ont déjà faite, d'autres non. Jean, il me semble que tu es quand même au sein du Black Belt, toi, tu es censé l'avoir fait, non? Quand même, en cas pratique, il me semble, mais bon, passons. Je vous surveille, les apprenants.
Qui ici a du mal à faire la différence entre une politique achat et une stratégie achat? On va maintenant rentrer, Sébastien, dans la présentation, parce que sinon on va continuer à discuter pendant des minutes et des minutes, puis on va être encore en retard pour pas faire une habitude. Bon. On essaye d'être à l'heure. Allez, c'est parti. Alors, politique achat responsable. Donc, on va regarder le sommaire du live, va se faire en 4 grands éléments, hein. Le premier, apporter de la vision. Donc, pour pouvoir proposer une politique pertinente, il faut définir sa vision, sa raison d'être et la mission de la fonction achat. Si on rajoute la dimension responsable, on va voir comment on l'intègre. Voilà. Ensuite, on va voir quels sont les 4 axes du métier qui vont être en fait le socle de notre politique achat. Ensuite, on va voir l'importance d'apporter des résultats mesurables à une politique, le fait de connecter la vision à la réalisation, d'accord, pour éviter de faire ce qu'on appelle du greenwashing, hein. Aujourd'hui, la définition du greenwashing, c'est tout simplement d'amener une belle raison d'être, une belle vision, puis sur le terrain, on tue les moustiques au lieu d'assécher le marais. Une politique qui est déconnectée d'une réalisation sur des sujets importants, je veux dire, c'est pas en mettant des bornes de recharge électrique sur le parking et des panneaux solaires, et en passant sa flotte en véhicule hybride ou électrique qu'on fait de la vraie RSE. Par exemple, un industriel, savoir que les achats, c'est 40 à 80% de l'impact sur le chiffre d'affaires et l'impact RSE. Donc, c'est pas du tout sur ces petits sujets qu'on va faire de la vraie RSE, mais plutôt sur les vrais sujets cœur de métier. Et bien sûr, les éléments constitutifs d'une politique achat idéale. Et puis, on va se faire aider par notre assistant politique achat responsable en intelligence artificielle qui va nous en rédiger une sous vos yeux, tout simplement. Sébastien, selon toi, quelle est un petit peu l'histoire de l'arrivée de la dimension responsable dans les achats? Quelle est ta perception de tout ça? C'est l'évolution des pratiques et la prise de conscience effectivement des consommateurs, en fait d'avoir des pratiques, plus éthiques, plus équitables d'un point de vue, social, environnemental. L'économique dans l'arrivée de la RSE est souvent arrivé, vraiment secondaire. Maintenant, il est totalement lié parce que souvent quand on travaille sur des leviers environnementaux, on va se rendre compte qu'en réduisant notamment, l'emploi des matières premières, on va avoir un impact, économique, très important, donc de très belles économies. Mais sur le service achat, en fait, c'est la prise de conscience que 80 des, émissions, notamment de CO2 sont liées à nos achats et en fait, obligatoirement, si on identifie que les émissions de CO2 sont liées aux achats majoritairement, eh bien on s'attaque au projet, sur le service achat et en fait, on a vu arriver le sujet RSE, ça fait maintenant une dizaine d'années et là on prend beaucoup d'ampleur avec les nouvelles réglementations. Comme on l'a, dit, tout à l'heure, la force publique, les achats publics aujourd'hui l'intègrent maintenant d'office, et effectivement, vous voyez sûrement sur LinkedIn, si vous êtes souvent sur ce réseau, que beaucoup d'acheteurs vous parlent de RSE. Ça peut paraître déroutant, on peut se dire: «Bah mince, est-ce qu'on maîtrise, les premiers piliers et les fondements d'un service achat avant d'aller sur la RSE?» Donc ça, c'est déroutant parce qu'on se dit: «On veut peut-être aller trop vite sur de l'achat durable et de la haute maturité» et en fait, ce qui est très important, c'est de connaître évidemment où en est l'entreprise, où en est le service achat, par rapport à sa maturité. C'est ce qu'on présente ici, là, sur cette première slide. Ouais, d'ailleurs, je rebondis, Sébastien. Je vais prendre le relais là pour présenter la pyramide de maturité achat. Pour les personnes présentes, dites-nous, selon vous, à quel niveau de maturité vous êtes, si vous êtes en poste, vous avez été, si vous avez été en poste. C'est hyper intéressant de voir un petit peu où on en est. Je vais vous présenter du coup les différents niveaux. Et avant ça, je vais vous donner une information. On n'a pas mis le slide parce qu'on essaye de faire court. Mais sachez qu'on a un questionnaire de maturité que vous pouvez trouver sur notre site internet dans l'espace ressources. Vous pouvez télécharger le questionnaire de maturité, tout simplement. Mais pour vous donner un ordre d'idée, sur plus de 3000 répondants, d'accord, on a 80%, d'accord, des personnes et des services qui sont inférieurs à un niveau 3 de maturité. D'accord, on va voir les conséquences de ça. C'est quand même assez important. Mais je ne vous fais pas plus patienter. Je représente pour ceux qui ne la connaissent pas, et vous allez voir qu'il y a eu des petites évolutions pour ceux qui la connaissent bien, de la pyramide de maturité, hein, qui est un outil qu'on a créé maintenant en 2017, très précurseur dans cette approche-là, et qui évolue au fil du temps, même si les fondements sont toujours les mêmes. Donc, on distingue 5 niveaux de maturité aux achats. Vous allez voir à quel point c'est important
par rapport au sujet de ce live. Le premier niveau, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont connu. Hein. D'ailleurs, dites-nous si vous avez connu des services comme ça ou si vous connaissez des services comme ça. Ceux qui sont des consultants, j'imagine que vous l'avez vu pas mal de fois. Parce qu'en général, on fait appel aux consultants quand on est sur des niveaux bas de maturité parce qu'on est un peu dans la panade et on ne sait pas comment faire. Bref, niveau 1 de maturité, le passage de commande. Donc là, typiquement, on a une vision quotidienne. On va dupliquer nos bons de commande, passer un petit peu à l'arrache. On a énormément de ruptures. Ça, c'est un niveau qui est extrêmement bas. Hein. C'est le premier niveau de maturité, très compliqué. Personnes épuisées, on appelle ça plutôt des sapeurs-pompiers dans le jargon. C'est les personnes qui passent leur temps à éteindre des feux, ils ne savent pas ce qui va leur tomber dessus. Au petit matin en arrivant au bureau. Ils ont la boule au ventre en général à partir d'un moment. Très compliqué, très fatigant. Voilà. Et c'est très dur de monter du premier niveau au deuxième niveau parce que les personnes du premier niveau ne se rendent pas compte qu'elles sont au premier niveau. Et bien souvent, on se dit, c'est bon, on fait des achats. C'est souvent quand les personnes changent de job. Et on a beaucoup de gens en reconversion chez nous qui nous disent assez rapidement, en fait, je crois que ce que j'ai fait pendant 10 ans où j'avais le titre d'acheteur ou d'acheteuse, j'étais à milieu effectivement d'une structure à minima en fait, d'un service achat qui est en capacité effectivement d'être sur un niveau de maturité 3 qui semble être souvent le niveau de maturité minimal pour gérer correctement les achats, pour commencer à gérer correctement les achats dans une entreprise. Il n'y a que Janine qui a répondu sur le niveau de maturité. Allez-y, donnez-nous s'il vous plaît vos niveaux de maturité, c'est quand même vachement intéressant. Ceux évidemment qui découvrent la pyramide, attendez que je vous les présente. Mais normalement, rien qu'en la lisant, vous savez à peu près où vous êtes en général. Deuxième niveau de maturité, là on commence à structurer les approvisionnements, on fait de la planification, nos stocks sont justes, on essaie d'avoir de la visibilité sur les besoins de la part du commerce, etc. Et là on va plutôt avoir une vision mensuelle, voire plurimensuelle. On va anticiper les commandes, gérer nos stocks, d'accord, planifier les besoins. Et en général, dans ce niveau-là, qui est quand même très répandu dans les entreprises, on négocie avec les fournisseurs. En gros, fin d'année, le fournisseur profite du fait qu'il amène les calendriers de fin d'année pour lancer les négociations. Il vous annonce 6, vous dites « Oh non, c'est pas possible, 2 ». Et puis vous sortez avec 2,5 ou 3. Vous avez l'impression d'avoir fait une bonne négociation, sauf qu'en fait, comme vous vous basez sur rien du tout, si ce n'est de la égo, c'est-à-dire vraiment un petit peu de la force de persuasion, derrière, vous faites en fait une très mauvaise négociation, puisque avec par exemple la décomposition de coûts qui va être typique du niveau supérieur, en fait, vous auriez su immédiatement que l'évolution des matières premières, du coût du travail, des énergies, etc., n'impactait le coût de ce que vous achetez que, par exemple, de 0,5%. Voilà. Ça, c'est des choses que beaucoup d'acheteurs rencontrent. Il y a un terme qui est très pertinent du niveau 2, c'est la vision mensuelle. C'est clair que la vision mensuelle, vous pouvez assez facilement vous repérer par rapport à ce point-là. Est-ce que votre entreprise travaille sur des budgets? Donc, il y a une prévision, il y a quelque chose. Ou est-ce qu'effectivement, vous êtes en vision mensuelle? Souvent, ce qui amène à travailler sur le niveau au-dessus de maturité, c'est le marché fournisseur qui, par son importance ou par son organisation, peut vous obliger à prévoir vos commandes 6 mois à l'avance. Donc là, effectivement, quand vous êtes à ce niveau-là, vous êtes obligé de monter sur un niveau de maturité supérieur. Mais vous voyez, tout simplement, est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec une vision mensuelle ou plus? C'est déjà un super indicateur pour, Ouais. Pour voir la différence entre le niveau 2 et le niveau 3 qui est souvent confondu. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc là, niveau 2, on n'est pas encore dans les achats, on est dans ce qu'on appelle du management des approvisionnements. Là, on va arriver, ça y est, dans la fonction achat. Donc là, on va avoir une vision plutôt annuelle, d'accord. La clé pour comprendre si on est sur un niveau 3 de maturité, la base, c'est vraiment qu'on mène des appels d'offres sur ces familles. Mais dans les leviers de performance économique commerciaux, on va retrouver appels d'offres, massification, contrat pluriannuel, RFA, évidemment formule de révision de prix, massification, je ne sais pas si je l'ai donné, centralisation, etc. Bref, tous les leviers de type commerciaux qui vont nous permettre d'optimiser les coûts. Ça, c'est vraiment la base pour dire qu'on est un service achat. Donc, quand on commence à mener des appels d'offres et activer les leviers commerciaux, on se détache de la vision pure négociation au profit d'une approche qui nous différencie vraiment d'une personne, d'un particulier qui va négocier sa bagnole au concessionnaire du coin, quoi. On est vraiment sur une approche métier de structuration d'appels d'offres, mais qui n'active que les leviers commerciaux. Et en général, à ce niveau-là, on commence par commencer à avoir une gestion du risque supply chain, donc plutôt sur des niveaux 3
élevés, hein, il y a des niveaux 3 bas et des niveaux 3 plutôt élevés. Là, on va commencer à gérer le risque supply chain, donc typiquement sur des achats qu'on dit stratégiques, c'est-à-dire avec un fort impact sur la performance économique et un fort risque, on va commencer à mettre en place, par exemple, des bisources de fournisseurs, des stocks de sécurité pour vraiment s'assurer qu'on manage le risque supply chain de manière efficace. En général, et un sujet que tu connais très bien, Sébastien, on va à ce niveau-là commencer à structurer le data management financier. Tu veux en parler un petit peu, Seb? Le data management financier qui nous permet d'avoir effectivement une vision de toutes nos dépenses, si possible sur une segmentation achat, donc catégorie famille sous famille, qui a du sens pour les achats et pas que pour le contrôle de gestion, comme on le voit souvent en cours. Et c'est là où effectivement on commence à rentrer dans du pilotage et pas juste à courir derrière les sujets. Ouais, tout à fait. J'en profite, je vais montrer rapidement le tableau de bord. Je pense que c'est quand même toujours intéressant de le montrer. Typiquement, on va être là sur ce type d'outil, hein. Tu le vois, Sébastien, c'est bon à l'écran? Oui, tout à fait. Ouais. Bon, ça reste assez flou, je pense, pour tout le monde. Ouais, je vais l'agrandir un petit peu, mais en gros, ça permet en fait aujourd'hui le data management financier permet de savoir combien on a dépensé. Si je prends ici, combien on a dépensé en juillet 2020 de tel ou tel modèle. On va savoir de tel ou tel article, telle ou telle famille. On va savoir le chiffre d'affaires, le prix unitaire, etc. Je reviendrai pas dessus tout à l'heure, mais sur le quatrième niveau qui intègre l'extra-financier, eh ben, on va aussi avoir les impacts environnementaux, les impacts CO2 unitaires moyens. D'accord. On va avoir tous les impacts, on va dire les notes sociétales ou RSE des fournisseurs, typiquement des notes EcoVadis ou sur la base de référentiels faits ensemble. Ça nous permet vraiment d'avoir une mesure de l'impact financier, mais aussi de l'impact extra-financier. On va y re-rentrer tout à On a l'heure. deux niveaux. On a vraiment deux niveaux en fait dans notre analyse. Un premier niveau que vous allez pouvoir retrouver peut-être sur des outils métiers dans votre entreprise liés à votre ERP, qui est le suivi des dépenses. Voilà. Et un suivi des dépenses qui est souvent limité aux informations que vous avez dans l'ERP. Et le deuxième niveau, bah, ça va être le niveau augmenté. C'est-à-dire qu'on va prendre nos data et on va venir y incorporer des éléments qui ne sont pas forcément dans l'ERP. Une étude effectivement des émissions carbone, on va intégrer potentiellement l'ensemble des personnes qui achètent dans l'entreprise pour pouvoir faire des statistiques et identifier notamment des achats qui échappent aux achats, qui sont faits par Gérard de la logistique ou autres. Et effectivement, sur ce deuxième niveau, bah, on va monter sur un niveau 4, mais on va avoir effectivement besoin de compétences pour être opérationnel et autonome, pour faire un peu ce sur-mesure en fonction de l'entreprise dans laquelle on travaille. Et si on est consultant, bah, ce sur-mesure il va être nécessaire pour effectivement adapter systématiquement son livrable à son client et voir essayer de projeter son client dans l'innovation et dans une réflexion d'un niveau supérieur. Ouais, tout à fait. Continuez de nous dire, s'il vous plaît, vos niveaux de maturité. On agglomérera tout ça, c'est hyper intéressant. C'est qui nous félicite pour les tableaux de bord? Bravo Sébastien, surtout Sébastien, hein, parce que bon, on n'a pas le temps de vous raconter toutes les histoires, mais bon, moi je pensais être très bon en tableau de bord pendant des années, puis Sébastien est arrivé, ancien directeur qualité, il a repris des dossiers chez nos clients, et c'est lui qui a créé les tableaux de bord et la formation tableau de bord, hein. Ça a été 2 ans de travail pour la transformer en formation, donc ouais, bravo à Sébastien surtout. Effectivement, bon, on peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Ce que je peux vous dire, pour accompagner énormément d'entreprises, plus de 80% des entreprises qui s'estiment à un niveau 3 de maturité ont des trous dans la raquette sur le data management financier. En général, ça veut dire que le niveau 2 de maturité a mal été structuré. Et donc, du coup, vous imaginez que c'est comme des fondations qui sont partiellement bonnes. On va passer le niveau 3, mais en fait, le data management financier va être pas bon. Et du coup, ça va pénaliser les niveaux supérieurs. On passe maintenant au niveau 4 de maturité, qui est celui qui nous intéresse, qu'on appelle la phase de transformation. D'accord? La phase de transformation, le premier élément, c'est qu'on va intégrer une vision TCO plus large, d'accord? Vraiment toute la supply chain, mais jusqu'au client final et même en amont, hein, chez les fabricants. On va avoir en général une vision plutôt pluriannuelle, stratégique. On va vraiment prioriser sur les sujets prioritaires d'action en termes de performance économique, d'impact de risque, d'impact RSE et d'impact sur les parties prenantes. Ça se matérialise dans les projets par l'activation des leviers de performance économique techniques transversaux.
D'accord, on va revenir un petit peu en détail dessus juste après. Les leviers RSE qu'on va activer et les leviers parties prenantes. Alors, les leviers techniques de performance économique, c'est quoi? Si par exemple, là, j'ai une bouteille en plastique, imaginons qu'on fasse un appel d'offres qu'on fasse un projet, sur juste la bouteille en plastique, sans le bouchon et sans l'étiquette. Eh bien, ici, au niveau 2, je vais me contenter de négocier avec mon fournisseur de bouteilles. Imaginons que je travaille chez Vittel, je leur fais un peu de pub. Au niveau 3 de maturité, je vais lancer un appel d'offres avec mon fournisseur. Peut-être que je vais sélectionner 2 fournisseurs. Peut-être que je vais mettre en place un contrat sur plusieurs années avec une formularisation de prix. Peut-être que si j'achète des bouteilles sur plusieurs sites Vittel en France, je vais faire un seul appel d'offres qui va tout regrouper. Ça, c'est typique du niveau 3. Et là, le niveau 4, ça va être beaucoup plus intéressant puisqu'on va toucher à des sujets comme, bien sûr, améliorer la productivité sur les lignes. On va, par exemple, revoir la manière dont c'est palettisé pour mettre plus de bouteilles sur les palettes. Tout ça pour optimiser les coûts. Si on prend un exemple technique qui va avoir des incidences RSE, puisque en fait, la RSE est toujours liée à la technique, par exemple, on va faire l'éco-conception du modèle pour peut-être réduire le poids de 10%. Et en réduisant le poids de 10%, on va générer des impacts RSE mesurables. Si vous travaillez chez Vittel, par exemple, réduire le poids de vos bouteilles, c'est ultra stratégique parce que rien que la bouteille doit représenter pas loin de 60% de votre impact RSE au niveau de votre activité. Même chose pour le bouchon, les étiquettes. Vous allez peut-être standardiser, peut-être que vous avez 10 modèles de bouteilles différents, vous allez essayer de réduire le nombre de bouteilles. Puis surtout, vous n'allez pas perdre de vue les leviers parties prenantes. Vous allez essayer d'améliorer l'expérience du consommateur qui utilise votre bouteille. Là, par exemple, je prends sur le bouchon, il y a un acheteur un jour qui a identifié que le bouchon, c'était plus intéressant s'il se détachait pas de la bouteille. Et bien, il a commencé à travailler avec le fournisseur de bouchons pour commencer à faire un bouchon qui reste attaché, par exemple. Ce genre de levier-là qui va améliorer l'expérience des utilisateurs. Et c'est applicable à tous les secteurs d'activité, qu'on soit dans le service, dans l'industrie, dans les marchés publics. Voilà, c'est juste une gymnastique intellectuelle, évidemment. C'est pas sur un live d'une heure, on va pouvoir vous apporter toutes les clés, mais c'est que vous compreniez vraiment les différences de niveau. Ce qu'on comprend surtout, et c'est extrêmement important, c'est que vous avez compris que si vous vous contentez de négocier avec un seul fournisseur, vous n'allez pas faire beaucoup d'amélioration de la performance économique, vous n'allez pas du tout gérer le risque, vous n'allez pas du tout avoir d'impact RSE et encore moins partie prenante. Si vous arrivez là, vous allez commencer un peu à améliorer la performance économique au niveau 3 et vous allez commencer évidemment à réduire les risques, donc les bases du métier d'achat. Si vous rentrez ici, là par contre, vous allez commencer à générer de la performance économique, réduire les risques, réduire les impacts RSE et améliorer l'expérience des parties prenantes. Donc là, vous allez vraiment transformer leur fonction achat en manager de la triple performance et atteindre des niveaux supplémentaires. Et vous comprenez bien que vous allez faire beaucoup plus de performance économique. Donc les niveaux 4 sont aussi des niveaux qui ne se contentent pas de faire de la RSE, mais qui vont venir générer beaucoup plus de gains en vision globale, TCO, TVO, sur les achats qui sont étudiés. Je lis le commentaire de Julie qui est assez rigolo. Ils ont été trop loin sur les bouchons. Les bouchons qui restent toujours aux bouteilles maintenant. Et effectivement, moi, à titre perso, je suis d'accord, c'est un peu ennuyeux, mais effectivement, derrière, ça, d'un point de vue recyclage, c'est top. Alors, l'idée, c'est juste de vous donner un exemple. J'ai improvisé complètement sur ce qu'il y avait sur la table. Évidemment, le meilleur moyen, c'est d'arrêter d'utiliser les bouteilles en plastique. Mais l'idée, c'est que vous compreniez vraiment c'est quoi ce niveau 4 de maturité. On rentre dans la technique. On va... Oui, en fait, il y en a qui ont attendu la loi, mais en fait, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas attendu, qui l'ont fait bien avant, pour information. Puisque, je ne l'ai pas précisé, mais en faisant ce système d'ouverture et en faisant des bouchons beaucoup plus fins, on réduit le poids de 40%. Donc, non seulement le bouchon, il est plus pratique à utiliser, mais il est également moins cher et il est également plus écologique. En tout cas, il a un impact RSE plus faible. Les éléments importants à comprendre sur ce niveau, c'est qu'on va vraiment structurer, consolider l'organisation. Si on veut atteindre ces niveaux de maturité, on doit évidemment recruter, avoir des équipes qui sont suffisamment staffées. On doit évidemment former ces équipes à savoir faire ça. Si on ne forme pas ces équipes, comment on peut imaginer qu'elles soient capables de faire ça? Structurer les process, il faut les adapter. Connecter tout ça au management de la RSE, EcoVadis, Engagé RSE AFNOR, ZEI, etc. Avoir les outils évidemment adaptés, data management financier, voire extra-financier. On a vu rapidement le tableau de bord tout à l'heure. Donc, on va vraiment structurer ce qu'on appelle l'obligation de moyens, qui va nous permettre, une fois qu'on aura couvert les 80% des sujets qui font 80% de notre impact sur l'organisation et les 20% des familles d'achat qui font 80% de nos impacts économiques, sociaux, environnementaux, de risques et parties prenantes, eh bien, on va pouvoir accéder au niveau 5 de maturité
qu'on appelle du management du développement durable, management de la triple performance. La triple performance économique, sociale, environnementale, c'est en fait, selon les 17 objectifs du développement durable, la définition du développement durable. D'accord ? On va avoir une influence qu'on appelle systémique, c'est-à-dire qu'on va influer sur le produit final, sur la stratégie d'entreprise, on va être au plus près de la direction générale et on va atteindre ce qu'on appelle l'excellence organisationnelle. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Allez-y, posez vos questions. Posez vos questions si vous en avez, on va prendre un petit peu de temps pour y répondre. On n'est pas trop mal, Sébastien, on est à la moitié du live. On en est au deuxième slide. Ouais, nickel, c'est super. Je suis assez fier de nous cette fois-ci. Non, ça va aller beaucoup plus vite après. Ce qu'il faut comprendre, on va y arriver, mais c'est qu'en fait, les bas niveaux de maturité, avec l'arrivée de l'IA, d'accord, en général, c'est des métiers qui vont tout simplement s'éteindre dans les années à venir parce que l'intelligence artificielle va vraiment apporter une réponse plus pertinente. La politique achat, en général, on la construit au niveau 3 de maturité parce que ça ne nécessite pas vraiment d'être dans une transformation. Mais par contre, quand on va arriver sur des niveaux 3 élevés, on va commencer à structurer sa politique pour derrière influer sur l'arrivée dans la phase de transformation qui est le niveau 4. Donc, les entreprises et les acheteurs qui sont sur un niveau 3-4 vont pouvoir vraiment évoluer. Et ceux qui atteindront le niveau 5 seront vraiment des leaders en développement durable, des leaders en triple performance. Ce qu'il faut retenir, aujourd'hui, pour monter en maturité, on vient structurer l'obligation de moyens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire recruter, former, structurer les process. C'est vraiment tout le management de la RSE, c'est beaucoup d'obligations de moyens. Si vous prenez, j'ai vu quelqu'un qui faisait une démarche EcoVadis, on vous demande si vous avez fait une politique achat. Vous cochez la case, mais en fait, on ne sait pas ce qu'elle vaut, cette politique achat. Est-ce que vous avez formé vos équipes ? On ne vous fait pas la différence si c'est une formation sur 1 an ou si c'est une formation sur 2 heures. En e-learning, 2 petites heures où finalement, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc en fait, il y a vraiment une notion d'obligation de moyens qui est vraiment adaptée aux enjeux. Quand on représente 40 à 80% du chiffre d'affaires des entreprises et de leur impact RSE, il faut vraiment mettre les moyens pour aller générer les résultats. Data management, process, tous les outils dont on a besoin pour pouvoir faire monter en maturité. Donc, obligation de moyens pour aller générer l'obligation de résultat. Et l'obligation de résultat, elle est très simple aujourd'hui. Ça définit ce qu'est la fonction achat. D'accord ? Et c'est la suite. L'obligation de moyens se résume en 4 grands axes. Ça, c'est le rôle de la fonction achat aujourd'hui qui veut intégrer la dimension responsable, qui veut intégrer la dimension RSE. Les niveaux historiques, donc les axes historiques, développer la performance économique et maîtriser les risques supply chain, qui sont plutôt des enjeux internes. On vient y ajouter une dimension externe avec la réduction des impacts RSE et l'amélioration de la réponse apportée aux parties prenantes. Ces 4 axes, Serge Ami, c'est les bases, ce sont les piliers de votre politique achat aujourd'hui. Quand vous allez faire une politique achat responsable, faire une politique achat, vous l'avez compris, il n'y a pas de différence aujourd'hui. Enlever la RSE des achats, c'est être moins performant économiquement. Dans une politique, vos 4 axes principaux, c'est vraiment de dire notre mission au service achat, c'est de développer la performance économique de l'entreprise, de maîtriser les risques sur la supply chain, de réduire les impacts RSE et d'améliorer la réponse apportée aux parties prenantes internes et externes par les achats, tout simplement. Et quand on vous demande c'est quoi votre métier, c'est ça que vous pouvez répondre. D'accord ? Donc, ces 4 axes qui définissent l'obligation de résultat, on fait appel à un service achat pour développer la performance économique, pour maîtriser les risques, pour réduire les impacts RSE et pour améliorer la réponse aux parties prenantes, va être finalement le fil conducteur principal de votre politique achat, achat responsable, quand vous allez la construire. Sébastien, tu veux dire quelque chose ? Je te laissais accélérer justement. Mais Ouais. ce qui était intéressant, c'est que cette approche structure effectivement ce qu'on va vous présenter derrière. Ça permet effectivement de travailler sur les sujets sans en oublier. Ça, c'est quelque chose d'important, notamment ne pas oublier le volet économique, qui, je ne sais pas pourquoi, dans la plupart du temps où on cherche à faire une politique achat responsable, on l'oublie. On ne l'est plus, alors que c'est la base du métier achat. Et c'est de là, je pense, d'où vient pas mal d'écueils et d'incompréhension. Mais voilà, ce qu'on va vous montrer, c'est une façon effectivement d'inclure cette partie-là aussi. Et le dernier point, effectivement, sur intégrer les attentes des clients externes, internes, c'est quelque chose de très important parce que ça nous permet de viser un niveau de pertinence de notre démarche au plus juste
pour aller chercher et générer de la valeur ajoutée. On peut toujours aller très très loin, mais il faut qu'on ait un sens derrière, il faut qu'on ait un sens d'un point de vue client notamment. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, pour finir sur ces 4 axes, aujourd'hui de dire, soit ce qu'on voit souvent, hein, dans les entreprises, soit on va faire une politique achat responsable où on ne parle que des impacts RSE ou que de l'amélioration des parties prenantes, la réponse aux consommateurs, et cetera. Et on va faire une politique achat qui reprend les fondements du métier. Ça, c'est une énorme connerie, en fait. On a 2 D'une documents. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est la même chose. Et pour ceux qui nous suivent depuis des années, aujourd'hui, enlever l'impact RSE, si je reviens sur la bouteille, si je réduis pas, si je m'enlève les leviers techniques, notamment qui réduisent l'impact environnemental, pour travailler sur les palettisations qui vont permettre de faire d'avoir moins d'expéditions et donc d'avoir moins de coûts et donc d'avoir moins d'impact CO2 sur les expéditions. Si j'oublie de faire de l'éco-conception de la bouteille pour essayer d'en réduire le poids, je vais passer complètement à côté des principaux gains générable sur cette bouteille. Donc aujourd'hui, séparer les deux, c'est une connerie. Et surtout, ce qu'on voit de pire, c'est on enlève la performance économique, on oublie le risque, comme si c'était honteux d'aller agir pour faire continuer de gagner de l'argent. Je rappelle que dans les fondamentaux du développement durable, il y a la notion de viabilité. Hein. Donc il y a vraiment la performance sociale, environnementale et économique. C'est ça le développement durable. On a tendance à les séparer. Non, non, c'est la même chose. La performance économique et la RSE font le développement durable et une politique doit bien inclure ces 4 axes. C'est la clé pour faire une politique achat qui est pertinente et éviter de se dire ah, encore du greenwashing, encore des paroles en l'air. Il faut vraiment amener ces 4 axes-là et vous allez le voir, il y a un fil conducteur derrière qui va se tisser sur tout le déploiement d'une structure de montée en maturité d'un service. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne pourrez plus vous en passer. On a répondu à Christophe Malgras sur sa question Oui, pardon. Alors, Christophe, crédibilité de la note EcoVadis. Alors, dans les solutions de management RSE, il y a plusieurs choses. EcoVadis est un prestataire, je vais essayer de le faire très court. EcoVadis est un prestataire qui vous permet d'avoir une vision de notation de vos fournisseurs. C'est un outil formidable puisqu'il vous permet d'avoir assez rapidement un retour sur l'obligation de moyens, mais qui ne juge pas la qualité de vos fournisseurs sur la dimension RSE. Voilà, vous allez avoir une note. Voilà. Le problème, c'est quoi? Bon, déjà, c'est un prestataire. Donc, comme tout prestataire, vous êtes acheteur, vous devez manager cette famille de notation RSE, on va dire, de prestataires de notation RSE. Donc, vous devez manager votre risque. Donc, avoir uniquement EcoVadis, c'est compliqué. Quand on rajoute au fait que ce n'est que du déclaratif EcoVadis, vous vous exposez à des soucis. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un auditeur qui vient dire « Ah, encore EcoVadis », les gens se disent bah, « C'est un peu léger ». Par contre, si vous arrivez à croiser ça avec des audits physiques qui peuvent être faits sur vos fournisseurs en interne ou sur la base d'un autre référentiel, par exemple des audits SMETA. Nous, chez nous, on a Jean-Christophe qui fait des audits SMETA, notamment, RSE. Ben, vous allez avoir une démarche qui est un petit peu plus solide. Donc déjà, première chose, voyez EcoVadis, Engagé RSE AFNOR, toutes les solutions de management RSE comme des prestataires et vous devez manager votre risque, c'est la base du métier, hein, et donc proposer un croisement, un mix de solutions pour avoir une approche qui est solide et pour ne pas être dépendant d'EcoVadis. Si par exemple demain, il y a un souci avec EcoVadis, un bad buzz ou quelque chose comme ça, je le souhaite évidemment pas du tout, mais ça peut arriver, hein, ou si demain on vous augmente vos prix de 40%, bah, vous allez pouvoir gérer votre risque parce que c'est un prestataire, ne l'oubliez pas. Donc la notation EcoVadis, moi je la trouve géniale pour faire remonter la note fournisseur. Vous mesurez votre impact CO2, vous le réduisez, vous avez votre note fournisseur que vous remontez, ça vous permet d'avoir vraiment une double matérialité sur les enjeux économiques, environnementaux et RSE globaux, sociétaux. C'est très intéressant de ce point de vue-là. Merci, merci Négosol. Négosol, niveau 2 de maturité, non, je plaisante. Parce qu'il y a Négo dedans. Nouvelle vision, nouveaux outils. On va reprendre le fil conducteur de la présentation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas venir faire évoluer la fonction achat en y intégrant la dimension RSE notamment, sans venir faire évoluer ces outils. On ne peut pas utiliser des outils qu'on utilise depuis 40 ans, comme par exemple la matrice de Krajicek, qui est Krajicek, qui est effectivement une super matrice, mais aujourd'hui, elle n'intègre pas cette dimension RSE, elle n'intègre pas cette dimension partie prenante. Donc aujourd'hui, utiliser des outils qui datent de 40 ans et qui sont basés sur la performance économique et la gestion du risque et un petit peu le TCO, on va dire, hein, puisque Krajicek disait que les achats doivent devenir des managers de la supply chain, d'accord ?
Nous, ce qu'on aborde aujourd'hui, c'est que les achats doivent devenir des managers du développement durable, des managers de la triple performance, d'accord, économique, sociale, environnementale. On va devoir faire évoluer nos outils, et c'est bien ce qu'on fait chez SWOT aujourd'hui, depuis maintenant, je crois qu'on fête nos 13 ans cette année. On a développé des nouveaux processus qui intègrent la RSE en interne, des nouveaux outils, vous avez vu le tableau de bord, vous avez ici une animation du tableau de bord, et des outils pour pouvoir décider. Et on vous a mis ici la matrice stratégique Impact 3, de la méthode Impact 3, qui permet en fait d'identifier les sujets prioritaires d'action en intégrant bien sûr les dimensions performance économique et risque supply chain, mais également la criticité RSE des familles, donc sur son portefeuille, et la criticité pour les parties prenantes. Ça va permettre d'agir là où il y a le plus d'impact. Rappelez-vous, c'est bien de tuer les moustiques, mais c'est mieux d'assécher le marais. Et donc, on va vraiment être dans une démarche d'identifier où sont les gros enjeux sur la performance économique, sur le risque, sur la RSE, sur les parties prenantes, pour travailler en priorité dessus, et donc pour générer beaucoup plus de résultats. Sébastien, un commentaire? Slide suivante. Faut qu'on reste dans notre timing. On est pas mal. Un point, évidemment, donc là, on a toute l'approche stratégique, mais on va avoir évidemment l'approche projet, où effectivement, on intègre les leviers qu'on a vus tout à l'heure sur la pyramide pour aller générer des résultats mesurables et bien sûr venir répondre à cette politique qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qu'il dit Mathieu? Je pense sur la crédibilité de Covadis. Ok. C'est la réponse de Mathieu. Est-ce que ça vous plaît jusqu'ici? On n'est pas encore à l'IA, tu as raison, on est un peu en retard en fait. Oui. Bon, dites-nous ce que vous en pensez un petit peu là dans les commentaires. Est-ce que ça vous parle? Posez vos questions, profitez qu'on soit là pour échanger. Donc, il est important d'adapter nos outils et nos processus à cette intégration de la RSE. La RSE n'est pas quelque chose qu'on vient greffer sur notre fonctionnement, mais qui vient s'intégrer dedans. Il n'y a que comme ça que ça pourra fonctionner. Un petit focus sur la nécessité aujourd'hui, dans une politique achat, de la lier à des résultats tangibles. Aujourd'hui, on a la vision de la fonction achat, la raison d'être, notre motivation intrinsèque, d'accord? Donc, c'est typiquement notre mission est d'accélérer la transition des organisations vers un modèle plus durable et performant. Ça, c'est une raison d'être. Ça va être matérialisé par des grands axes d'action, améliorer la performance économique, les 4 axes, réduire les risques supply chain, réduire les impacts RSE et améliorer la réponse aux parties prenantes. Donc ça, on va le mettre dans notre politique. On va amener une vision au niveau des différentes équipes. C'est un peu notre why. Pourquoi on fait ça? Et en fait, ce qu'il faut dans une politique, il faut le mettre de manière très subtile. Dans une politique, il faut qu'on mette également comment on va faire. Donc, sans mettre en place une stratégie dans la politique, on va donner un peu comment on va faire. Eh bien, comment on va faire? On va prioriser notre action sur les sujets qui ont le plus de criticité sur la performance économique. Toujours les 4 axes, le risque supply chain, les impacts RSE, les impacts parties prenantes. On va rentrer dans du management organisationnel, on va aller chercher à structurer notre obligation de moyens pour être capable de générer des résultats sur ces 4 axes. D'accord? Ça, c'est comment on va faire. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais là vous expliquer, soit vous montrer des exemples que vous avez faits, soit vous donner des premières clés sur quoi vous allez agir. On va former nos équipes, on va recruter, on va faire évoluer nos process, on va se connecter à telle ou telle solution de management de la RSE, on va travailler sur telle famille en premier parce qu'elle représente un gros impact. Et en fait, ça vous permet de lier la vision, d'accord, le why, au how, comment on va faire, et au what, qu'est-ce qu'on va faire. Et ce qui est intéressant dans ce fonctionnement-là, qui est un fonctionnement un petit peu contraire à ce qu'on peut voir très souvent dans les entreprises, qui commencent par faire des actions un petit peu à la marge, soit elles se font aider pour faire une belle politique achat au niveau d'un grand groupe, puis ensuite c'est poussé au niveau des opérationnels, et puis en fait on ne sait pas trop comment faire, donc on va mettre des bornes électriques sur les parkings des entreprises, et alors qu'il n'y a pas de voiture électrique, et puis on va mettre des panneaux solaires. Je vous la fais courte, c'est un peu ça. Donc c'est un peu la même chose que de commencer par de l'action à la marge. Et dans les PME et ETI qui ne se font pas accompagner, en général, on va avoir la direction qui dit bon, il faut qu'on fasse de la RSE, et on va se retrouver à faire des actions vraiment à la marge parce qu'on ne sait pas comment travailler sur son cœur de métier. Et donc ça, c'est vraiment le fonctionnement conventionnel et souvent contraire à ce que je viens d'expliquer. Et ça génère en fait une certaine frustration, puisqu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison d'être, le why, c'est ce qui permet de fédérer les équipes. On se base sur des fonctionnements biomimétiques. On va fédérer les équipes en leur donnant un pourquoi, une vision. Martin Luther King, son discours, c'est I have a dream. Vous voyez, c'est pas I have a plan. Il commence vraiment par parler de sa vision des choses, du monde, ses croyances, pour fédérer sa cause
pour fédérer les équipes, qu'elles soient achats, mais également plus transversalement la direction générale, etc. Puis ensuite, elle va expliquer comment elle va faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire. Et tout ça doit apparaître de manière très subtile dans votre politique achat. Voilà. Toujours pas de commentaires, Sébastien? Tu me laisses... Alors, on continue. T'as raison, on est un petit peu en retard. Est-ce que vous avez des questions, tous là? C'est bon, pas de questions? Il y a des rues sur le toit. Ouais, les rues sur le toit, c'est top. C'est très intéressant. Bon, je suppose que c'est intéressant. Merci Sonia. Alors, eh bien, en fait, les 6 étapes pour construire une politique Guillaume, achat. Oui. je peux intervenir? Je confirme, c'est intéressant. Merci Sébastien, tu es fort aimable. Sébastien, je disais juste avant, mais t'es sûr que tu veux que je vienne parce qu'on n'a pas eu trop 30 temps de présenter ensemble. Mais écoute, tu as fait quand même des interventions intéressantes au début. Mais c'est vrai que quand on parle tableau de bord, c'est toi qui as, je dirais, 80% du temps de parole, et puis là, c'est moi. Mais en fait, sans toi, je suis perdu, Sébastien. Je peux pas animer un live sans toi. J'ai besoin de toi, ça me rassure. La politique achat idéale en 6 étapes, c'est très simple. On commence par définir, à identifier quelle est la mission de l'entreprise et on va la résumer au début de la politique, puisque la politique achat est la déclinaison de la politique d'entreprise. Donc, on va venir présenter la politique d'entreprise, la décliner en mission achat. On va bien présenter les 4 axes, d'accord, toujours, hein, la mission du service achat et de répondre à la mission de l'entreprise, etc., etc. Et derrière, vous remettez bien les 4 axes majeurs de la mission de la fonction achat: améliorer la performance économique, réduire le risque supply chain, réduire les impacts RSE et améliorer la réponse aux parties prenantes. D'accord? Si vous vous remémorez ça, c'est ce qu'on a vu juste avant, et là je fais un retour, tu vas avoir peur Sébastien, mais les 4 axes sont ici en fait, sur la matrice. Regardez, performance économique, risque, RSE et parties prenantes. Donc les 4 axes du métier se retrouvent dans les axes des outils qu'on va retrouver derrière dans les processus, qui permet en fait d'avoir une approche métier extrêmement simple et compréhensible par tout le monde. Vous intégrez bien les 4 axes majeurs de la fonction. Vous amenez la dimension d'amélioration continue, de structuration de l'efficience organisationnelle. Vous déclinez ces axes en grands domaines d'action, d'accord? Donc là, c'est typiquement le how, hein, un petit peu votre stratégie, mais de manière très subtile. C'est vraiment des grands axes d'action. C'est pas votre stratégie, hein, c'est un autre sujet. Je crois qu'on a un live prévu sur ça dans l'année. Là, on va en parler plus en détail. Mais là, on est vraiment sur les grands axes. Et bien sûr, les objectifs et les exemples de réalisation, parce qu'en général, quand on commence à mener ça, on se rend compte qu'on faisait souvent déjà des choses historiquement, et il faut les mettre en avant, d'accord, pour montrer qu'on est déjà dans l'action, et ça va permettre, en fait, pour répondre finalement au fonctionnement du cerveau des lecteurs d'une politique, de comprendre une vision, de se dire, ouais, ils ont une belle vision. Ah, ils vont faire comme ça. Ah, c'est sérieux. Ah, ils ont déjà mené des actions. Des actions qui vont générer des résultats tangibles sur la performance économique, la réduction du risque, la réduction des impacts RSE et l'amélioration des réponses aux parties prenantes. Typiquement, si je prends la bouteille, d'accord, si j'optimise ma bouteille, j'arrive à, par exemple, réduire mes coûts de 20%, réduire mon impact RSE de 10%, améliorer l'ergonomie de la bouteille et avoir 2 fournisseurs au lieu d'un, je viens répondre sur les 4 axes par les projets, je viens répondre de manière tangible à ma politique achat, tout simplement. Et là, on vient créer une logique. On vient créer une logique dans notre fonctionnement et dans la démarche que vous voulez mettre en œuvre. Alors, si vous êtes consultant ou si vous êtes responsable achat et que vous cherchez à mettre en place ce type de démarche, ben en fait, vous pouvez tout à fait reprendre le slide, demander à la fin de ce live la présentation. Et vous voyez, cette slide-là, elle est top pour introduire effectivement un projet transversal en entreprise où vous allez effectivement travailler sur votre politique achat responsable. L'amélioration continue, gardez bien en tête que c'est de l'efficience organisationnelle surtout. Donc vous pourrez vous faire quelques petites notes par rapport à ça. Mais là, c'est idéal en fait pour introduire effectivement la démarche. Ouais, c'est ça. Pour répondre à la question de Négosol, en fait, le fait d'amener ces 4 axes et de déployer une approche méthodologique va te permettre d'identifier les technologies de rupture dans le cadre des projets. Donc, l'innovation, c'est des leviers techniques, en fait. Et sanitaire, effectivement, quand tu vas regarder tes risques géopolitiques, etc., par pays, tu vas pouvoir, en fait, réduire ce risque-là. Ça fait partie de la gestion du risque supply chain. On va passer maintenant à l'IA, donc c'est beau, on a vu comment faire une politique achat et regardez maintenant ce qu'est capable de faire l'IA. Je vais devoir me taire parce qu'il y a une petite musique faite par des robots qu'on a mis également. On vous la présente, elle dure 2 petites minutes.
vous allez voir à quel point aujourd'hui ces outils sont formidables. C'est des outils qu'on donne évidemment dans nos formations aujourd'hui. Ça, je vous donnerai la présentation pour ceux qui nous envoient un mail. On vous enverra le détail des éléments. Et là, c'est parti. Last night I had a dream about you. In this dream I'm dancing right beside you. And it looked like everyone was having fun. The kind of feeling I waited so long. Don't stop, come a little closer. As we jam, the rhythm gets stronger. There's nothing wrong with just a little fun. We were dancing all night long. The time is right to put my arms around you. You're feeling right, you wrap your arms around you. But suddenly, I feel the shining sun. Before I knew it, this dream was all gone. Ooh, I don't know what to do about this dream and you. I wish this dream comes true. Ooh, I don't know what to do about this dream and you. We'll make this dream come true. Bon, ça voulait pas s'arrêter la musique. Bon, vous avez pu voir un petit peu effectivement ce que peut donner aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut comprendre par rapport à cet exercice-là, il faut savoir qu'on a aujourd'hui des doubles d'IA qui sont encore plus performants que ça. Il faut vraiment qu'on élève le niveau parce qu'aujourd'hui, rédiger une bonne politique achat responsable à partir du moment où on a la bonne méthode qu'on vient de vous donner, c'est extrêmement simple. Pour ceux qui téléchargeront le document, vous avez cette vidéo-là. Voilà, pour ceux qui font la formation IA chez nous, bien sûr, vous avez tout le prompt pour faire ce genre de double, j'allais dire double maléfique, mais de double IA. C'est un vrai assistant qui a été paramétré. On lui a donné à manger, en fait, nos formations. Ouais. On lui a donné à manger notre livre et derrière, effectivement, ça lui permet de respecter le cadre, effectivement, de notre ADN. Pour analyser la politique là, de achat responsable de McDonald's. Oui, tout à fait. Donc là, vous pouvez rentrer n'importe quelle entreprise et ça va aller faire les recherches nécessaires pour… voilà. On va abréger un petit peu. Du coup, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez télécharger le guide achat responsable en 6 étapes qui va vous permettre en fait, de rédiger votre politique achat responsable efficacement. On espère que ça va vous être très utile. Pour ceux qui souhaitent avoir la présentation, vous nous envoyez un mail à hello@swad.fr, tout simplement. On espère que ce live vous a beaucoup plu. Dites-nous là dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci Caroline. Parlez-nous, on se sent seul
Dites-nous, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un monologue. Sébastien n'a pas beaucoup parlé. C'est très compliqué. Mais promis, je suis pas comme ça dans la vie. Hein. Je prends pas toute la parole. Voilà, mais bon, c'est un peu l'idée d'un live quand même. Hein. C'est un peu plus mon domaine de compétence que Sébastien, même si tu en as fait quelques-unes. Quand on est au restaurant, tout le monde a fini de manger au dessert et Guillaume est à l'entrée. C'est pas sympa, c'est pas vrai en plus. Du coup, voilà. Donc pour tout ce qui est politique achat, je pense que là vous êtes parés. Vous êtes prêts à structurer des politiques achats pertinentes. Vous avez compris, il n'y a pas de différence entre politique achat et politique achat responsable, Sébastien. Gardez bien en tête ces 4 axes, puisqu'en fait, c'est ceux qui vont vous permettre d'identifier votre mission, mais également ceux qui vont vous permettre de prioriser, de faire votre stratégie. Et bien sûr, c'est là où vous allez générer des résultats. Et donc, vous allez répondre à votre politique de manière tangible. Et c'est le plus important. Hein. Aujourd'hui, l'obligation de moyens, c'est bien. Hein, rédiger une politique fait partie de l'obligation de moyens. Mais l'obligation de résultat, c'est mieux. Et l'obligation de résultat sur les sujets qui comptent vraiment, c'est le plus important. Voilà, n'hésitez pas à continuer à nous faire vos retours. Si vous souhaitez évidemment vous former, on est là. Voilà. Si vous souhaitez développer votre maturité achat, maîtriser structuration de politique, de stratégie, de tableau de bord, d'IA, de mesurer les bilans carbone. Aujourd'hui, on a des formations, notamment notre programme manager de la triple performance qui est unique au monde dans son genre, puisqu'il vous apporte tout ce qu'il faut pour arriver dans une entreprise et accélérer sa transformation par sa montée en maturité et pour positionner finalement la fonction achat réellement en manager du développement durable. Donc, rejoignez-nous, rejoignez ce mouvement-là. Hein. C'est pas seulement, je dirais, de vous vendre une formation, parce qu'une fois que vous vous formez chez nous, vous faites partie de notre communauté de managers de la triple performance, de managers du développement durable. Et ben, ça va permettre d'accélérer cette transformation des organisations. Salut Gonzague, d'ailleurs, en parlant d'un black belt. Et c'est quand même extrêmement important. C'est ça. N'hésitez pas, sur l'IA, on n'en a pas parlé. Effectivement, on a développé une formation IA en fait, sur une compilation de ce qu'on a mis en œuvre ces dernières années pour effectivement rédiger et analyser des documents. On est en train d'approfondir cette formation d'ailleurs. Donc là, on est en collaboration avec une personne qui a fini sa formation chez nous il y a un petit bout de temps, hein, qui est Nathalie de ça, qui devrait justement venir nous épauler et approfondir à fond ce sujet-là. Sur de la génération des documents et potentiellement aussi sur en fait, les petits sujets du quotidien qui nous hérissent le poil, répondre à un mail dans un contexte de négociation, répondre à un manager dans un contexte un peu difficile. Donc tout plein de solutions, le sourcing aussi, hein, comment faire un sourcing efficace. On est en train d'essayer de travailler vraiment sur des outils, sur des formations là qui sont exclusivement de toute façon à distance. Là, on n'aura pas d'e-learning, sur lesquels on a des sessions de tous les trimestres. Donc, n'hésitez pas à nous contacter assez tôt pour effectivement savoir s'il nous reste des places sur les prochaines sessions. Et je précise qu'on accompagne les entreprises en présentiel, hein, pas seulement en distanciel. Donc, on accompagne également les services achats. Merci Nelly. Merci Farida. Il est temps de vous dire au revoir. Au revoir tout le monde. Dites-nous au revoir avant de partir, s'il vous plaît. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Vous nous dites au revoir. Est-ce que vous en avez pensé? Ça nous permettra de nous améliorer dans le temps. Et puis, si vous avez des questions, on est là. N'hésitez pas. Merci Bruno. Merci Nelly. Farida, Julie, Gonzague. Encore merci à toi. À tous. Merci Caroline. Merci Estelle. Merci Selena. Merci Daniel. Merci Janine. Merci Stéphane. Merci Mathieu. Merci Eric. Merci Véronique. Valérie. On a beaucoup d'apprenants ou d'anciens apprenants sur ce live. Ouais, on en a plein, ouais, c'est la reprise. Merci Jean, merci Diane. Merci tout le monde. Bon après-midi, on apprend à tout âge. Bien sûr, Jean. Exactement. Jean qui est le doyen des personnes qui se forment chez nous. Il est à la pointe, hein, il est super à la pointe. Là, il fait la décart. Oui, tout à fait, ouais. Merci Cédric, merci Delphine, merci Michael, ou Michael plutôt. Merci Isabelle, merci Sonia. Merci Christophe, merci Daniel, merci LinkedIn User. Merci Véronique, merci Aude. Pas besoin de micro là. Allez, super. Merci Amandine. À bientôt.
Salut. On se retrouve bientôt. Évidemment, suivez la page SWOT. Mais bon, je pense que la majeure partie d'entre vous ici, c'est déjà le cas. Et puis, avec plaisir, Martin. Merci, Jeanne Chantal. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Jeanne Chantal. J'espère que tu vas bien. Merci, Laurent. Allez, ciao, ciao.